Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à la mise en conformité des outils de communication. Je suis Ange Alima, juriste et consultante RGPD et j'ai rejoint l'équipe Action Service afin de vous accompagner dans votre mise en conformité. Et donc, bonjour à tous, je suis Juliette Cara, juriste RGPD et qualité au sein d'Action Service. J'interviens notamment dans l'accompagnement des établissements dans leur démarche qualité afin de les préparer aux évaluations HS, mais aussi dans l'accompagnement de la mise en conformité. Donc, ce webinaire portera donc sur la mise en conformité des outils de communication et sera divisé en deux grands axes. Il sera question dans un premier temps de s'intéresser aux outils de communication en tant que tels, à travers l'identification et la cartographie des outils de communication. Seront alors passés en revue les outils concernés dans le cadre de la communication au sein de vos structures, puis la cartographie des données utilisées, et enfin, nous passerons en revue les bases des finalités ainsi que les bases légales autour de ces outils de communication. Une fois cette partie terminée, nous nous concentrerons sur le second volet du webinaire qui concernera les obligations du RGPD qui sont spécifiques à ces outils. Donc, à l'heure du numérique, les outils de communication sont au cœur des échanges internes et externes des établissements. Donc, email, site internet, web, réseaux sociaux, newsletters doivent aujourd'hui respecter un cadre légal et réglementaire de plus en plus exigeant. Ce webinaire a pour objectif de vous aider à comprendre les enjeux de conformité, à identifier les risques et à adopter les bonnes pratiques. Effectivement. Donc, tout d'abord, nous allons passer par la définition des outils de communication. Donc, les outils de communication vont désigner l'ensemble des moyens, des supports, des canaux utilisés pour transmettre non seulement des messages, mais également échanger des informations ou tout simplement interagir avec un public cible. Il est donc possible de dégager deux types d'outils de communication utilisés. Il y a en effet les outils de communication externes et les outils de communication utilisés en interne. La communication externe regroupe l'ensemble des actions qui sont mises en place pour communiquer avec les publics extérieurs à la structure. Donc, par exemple, les clients, les partenaires ou tout simplement le grand public. Les réseaux sociaux, quant à eux, occupent aujourd'hui une place qui est quand même centrale. Ils permettent de diffuser rapidement des informations, de promouvoir l'image de la structure et d'interagir directement avec les personnes. Le site Internet constitue la vitrine officielle de l'organisation. Il présente ses activités, ses valeurs, ses produits ou encore les services et les offres et ça permet également un accès permanent à l'information. Le blog, qui est souvent intégré au site web, permet de partager des contenus plus détaillés, d'exprimer une expertise et d'améliorer la visibilité de l'organisme grâce à un référencement naturel. La newsletter est un outil de communication directe qui est envoyé par mail. Elle sert à informer régulièrement les personnes inscrites des actualités, des nouveautés ou encore des événements et ça maintient également un lien durable avec les personnes. La communication en interne, quant à elle, vise à faciliter les échanges au sein de la structure, mais aussi à renforcer la cohésion entre les collaborateurs. Par exemple, la messagerie professionnelle, donc comme les emails ou les outils de messagerie instantanée, permettent une communication rapide et formelle ou informelle entre les employés. L'intranet est un espace numérique qui centralise justement les informations importantes, c'est-à-dire donc les documents, les actualités, les procédures ou encore les annonces en interne. Il favorise la circulation de l'information ainsi que l'harmonisation des pratiques. Enfin, les plateformes collaboratives sont des espaces de travail partagés où les équipes peuvent collaborer sur des projets, échanger des fichiers et suivre l'avancement des tâches, ce qui va renforcer ainsi le travail collectif et la productivité. Avant de passer à la partie consacrée à la cartographie de ces outils, nous avons un quiz pour vous. Donc, n'hésitez pas à participer. Est-ce qu'un groupe WhatsApp d'équipe est soumis au RGPD s'il est utilisé uniquement entre professionnels? Alors, Juliette, est-ce que tu peux nous donner la bonne réponse? Alors, effectivement, c'était vrai. Lorsqu'un groupe WhatsApp était utilisé au sein d'une équipe, il reste soumis au RGPD, même s'il est uniquement utilisé entre professionnels, puisqu'il s'agit d'un support de communication. Donc, il va collecter des données. Ce seront le numéro de téléphone des personnes, tous les messages qui seront envoyés, les photos qui peuvent être envoyées. Et dès l'instant où il y a une collecte de données personnelles sur un support, le support sera concerné par le RGPD. Passons donc à présent à la cartographie des outils de communication. Donc, la première étape de la mise en conformité de vos outils va consister à identifier l'ensemble de ces outils donc, que vous utilisez au sein de vos établissements, qu'ils soient internes ou externes.
Donc, cette démarche va permettre d'avoir une vision globale sur l'ensemble des canaux de communication, des usages réels et des flux d'informations associés. La cartographie des outils permet ensuite de comprendre comment les données circulent, quels types d'informations sont traitées et quels acteurs y ont accès. Elle aide à repérer les outils, les données sensibles, les doublons, etc. Donc, pour rappel, la donnée personnelle est définie par l'article 4 du RGPD comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, donc c'est-à-dire directement ou indirectement. Donc, par exemple, par référent à un identifiant, donc ça peut être l'adresse IP, le numéro de sécurité sociale, ou ça peut être aussi via plusieurs éléments, donc qui sont propres ou qui sont combinés. Donc, pour l'identification et la cartographie, nous allons commencer déjà par le site Internet et le blog. Donc, l'objectif ici est d'identifier clairement les canaux par lesquels les données sont collectées et la nature des informations qui sont recueillies. Sur le site Internet, le blog, la collecte des données s'effectue principalement à travers les formulaires. Donc, ça peut être des formulaires de contact, d'inscription, de création de compte. Ça peut être également via des cookies et des traceurs, des outils de mesure d'audience, ainsi que des espaces de commentaires. Donc, ces canaux vont permettre de recueillir différentes catégories de données telles que les informations d'identification, les coordonnées, les données de connexion et de navigation, ainsi que des contenus transmis par les utilisateurs dans leur navigation. Effectivement. Donc ensuite, nous pouvons passer à la messagerie professionnelle, l'intranet d'entreprise et les plateformes collaboratives précédemment citées, qui sont également des outils internes à vos établissements. La messagerie professionnelle est donc un outil central d'échange d'informations. Elle peut contenir des données personnelles classiques et des données sensibles, ce qui nécessite effectivement donc une attention particulière en matière de sécurité, de conservation et d'accès aux données. En effet, l'utilisation de la messagerie professionnelle est si ce n'est l'outil le plus utilisé au sein de vos structures. Elle permet d'échanger au sujet de personnes accompagnées, de faire parvenir des dossiers avant une admission ou encore d'échanger des documents contenant des données sensibles. L'intranet permet quant à lui de diffuser des informations internes, des documents et des actualités. Il peut également intégrer des formulaires ou des espaces réservés aux collaborateurs, impliquant la collecte et le traitement de données personnelles. Enfin, on retrouve également des plateformes collaboratives, comme par exemple Zoom, Teams, SharePoint, qui permettent un partage de données et facilitent le travail en équipe, ainsi que le partage de documents. Elle implique des flux de données importants, qui sont parfois hébergés par des prestataires externes. Mais dis-moi, Ange, qu'en est-il des réseaux sociaux et des newsletters ? Merci Juliette pour la passe. Donc pour finir, les réseaux sociaux et les newsletters sont également un canal de collecte. Donc comment? Ça va être à travers les messages privés, les commentaires, aussi par des sondages, des formulaires, des jeux concours qui sont organisés par vous, par vos établissements. Et en fait, là, les participants à un jeu concours, par exemple, vont fournir volontairement certaines informations nécessaires à la gestion du jeu, tels que leur nom, prénom, adresse, email, voire des données complémentaires comme l'adresse postale ou le numéro de téléphone, notamment pour la remise des lots. Vous allez également, dans le cadre de communication sur vos événements, publier des images, des photos de personnes accompagnées, des salariés, des visiteurs, etc. Donc, sur la question du droit à l'image, nous y reviendrons plus en détail. Concernant les newsletters, quant à elles, vont reposer sur la collecte d'adresses email principalement et parfois d'autres données d'identification. Donc, le nom, le prénom qui reste une donnée assez facultative, l'adresse email, l'adresse IP, l'historique d'ouverture, clique via des outils comme Mailchimp ou Brevo. Maintenant que nous avons passé en revue la cartographie de ces outils, il est nécessaire de s'intéresser aux règles qui s'y attachent. Juliette. Effectivement, Ange, merci. Alors, donc, pour chacun de ces outils, il est indispensable de définir précisément les objectifs qui sont poursuivis. Cette définition des finalités permet de s'assurer du respect du principe des finalités, selon lequel les données personnelles doivent être collectées pour des objectifs déterminés, explicites et légitimes. En parallèle, les traitements doivent intégrer le principe de proportionnalité ou bien le principe de minimisation des données. Cela implique donc de vérifier que seules les données strictement nécessaires à la réalisation des objectifs définis sont collectées et traitées. Il ne peut pas y avoir de données collectées entre guillemets au cas où. C'est-à-dire que chaque donnée collectée répond à une finalité identifiée en amont. Si l'on se concentre sur un exemple un peu plus précis, dans le cadre de la newsletter par exemple,
Il y a besoin seulement de l'adresse mail de la personne. Son nom et son prénom peuvent être demandés, par exemple, mais uniquement dans un objectif de personnalisation du mail. Donc, c'est-à-dire que lui demander combien cette personne a d'enfants semble disproportionné au vu de la finalité identifiée. Il en va de même pour les formulaires de contact présents sur vos sites. Ces formulaires ne peuvent recenser que les données nécessaires à la prise de contact. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être possible de demander aux personnes leur situation familiale ou encore leurs expériences professionnelles. Évidemment, en dehors du cadre particulier d'une candidature pour un poste, par exemple. Au-delà de ce principe, il y a également la licéité du traitement qui doit être respectée. C'est-à-dire que pour qu'un traitement de données à caractère personnel soit licite, il doit reposer sur une base légale clairement identifiée, conformément aux exigences réglementaires. Le choix de cette base dépend de la nature du traitement, de son objectif et de la relation existante entre l'organisme et les personnes concernées. L'intérêt légitime peut être retenu lorsque le traitement est nécessaire à la poursuite d'un intérêt réel et sérieux de l'organisme. Donc, par exemple, ce sera la sécurisation des systèmes, l'amélioration des outils. Cet intérêt légitime du responsable de traitement ne doit cependant pas aller à l'encontre des droits et libertés des personnes. En base légale, on peut également retrouver le consentement, dont parlait Ange précédemment, le cas dans lequel l'utilisateur doit donner son consentement pour la mise en œuvre d'un traitement. Il doit être libre, spécifique, éclairé et surtout univoque. Le recours au consentement est particulièrement adapté lorsque les personnes doivent conserver un contrôle fort sur l'utilisation de leurs données, notamment pour des actions de prospection et de communication non essentielles. Le consentement est également requis pour l'utilisation de cookies et de traceurs non strictement nécessaires, notamment à des fins de mesure d'audience ou de personnalisation ou de publicité. Enfin, l'exécution du contrat peut servir de base légale lorsque le traitement est strictement nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie. Dans ce cas, seules les données indispensables à la relation contractuelle peuvent être traitées. Par exemple, les sites internet et plateformes en ligne peuvent collecter des données via des formulaires lorsque celles-ci sont nécessaires à la création d'un compte, à l'accès à un service ou à la gestion d'une prestation contractuelle. De même, les outils collaboratifs peuvent traiter des données personnelles afin de permettre la réalisation de missions, le partage de documents ou la coordination entre un employeur et son salarié. Donc là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le RGPD vous oblige à documenter ces informations et c'est pourquoi il est attendu d'avoir une identification claire et documentée des bases légales pour chaque traitement et donc permettant ainsi de garantir la licéité de toutes les opérations. Donc, nous arrivons à la partie qui est consacrée aux obligations du RGPD concernant les outils de communication. Ange, concrètement, que faut-il faire pour être conforme ? Alors, c'est une bonne question, Juliette. Donc, commençons d'abord par le site Internet. Donc, concernant le site Internet, les personnes concernées vont devoir être informées de manière claire et transparente sur les traitements qui sont réalisés par vous. Donc, cette information doit être accessible notamment via une politique de confidentialité. Donc, pour savoir, la politique de confidentialité doit prendre en compte tous les traitements, tous les canaux de collecte de données prévus par le site. Ça peut être par exemple des formulaires, principalement de contact, d'inscription, de commande, etc. L'utilisation de cookies est également encadrée. Donc, les cookies, ce sont de petits fichiers enregistrés sur vos appareils lorsque vous visitez un site. Donc, les cookies vont permettre de mémoriser la langue, d'afficher des publicités personnalisées, etc. Donc, ces cookies, il existe des cookies nécessaires au fonctionnement du site et des cookies facultatifs. Donc, pour les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, ils peuvent être déposés sans consentement. Mais tous les autres cookies, donc les cookies facultatifs, notamment ceux qui sont liés à la mesure d'audience, à la personnalisation ou à la publicité, nécessitent le recueil préalable du consentement de l'utilisateur via un bandeau conforme. Donc, on se demande bien qu'est-ce qu'un bandeau conforme. Donc, pour être conforme, le bandeau initial doit préciser au moins la finalité exacte des cookies déposés et un lien vers une politique des cookies ou une politique de confidentialité. Donc, la formulation ne peut pas être trompeuse. Donc, expressions telles que continuer sans accepter, personnaliser mes choix ou refuser, tout doit apparaître au même niveau que le bouton d'acceptation. Le tout en accès immédiat, sans navigation complexe ni scroll obligatoire. Des exemples récents montrent que l'absence de symétrie dans l'affichage, par exemple un bouton tout accepté mis en valeur et un lien tout refusé discrètement placé est fortement sanctionné par la CNIL. Donc une vigilance accrue s'impose lors du choix du graphisme du bandeau. En parallèle, une politique de gestion des cookies doit être prévue.
Donc, elle explique comment le site utilise les cookies et elle sert à informer les utilisateurs sur les types de cookies, leur finalité, leur durée de conservation, les tiers qui peuvent y avoir accès, par exemple Google, Facebook, etc., et la manière de les accepter, de les refuser ou de les supprimer. Ensuite, nous avons les mentions légales. Donc, les mentions légales, ce sont en réalité l'identification du responsable du site. Donc, avec l'identité de l'éditeur du site, le directeur de publication et le responsable de publication, l'hébergeur du site avec le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Ces mentions sont généralement accessibles via un lien en bas de page, donc en bas de page du site Internet. Enfin, on a les formulaires. Donc, les formulaires doivent répondre, comme on l'a dit depuis le début de ce webinaire, ils doivent répondre au principe de minimisation des données évoqué par Juliette tout à l'heure. Donc, on ne collecte des données dont on a besoin uniquement. Les champs obligatoires des formulaires doivent être clairement indiqués par des astérisques, par exemple. Pour répondre à la règle du RGPD, collecte des données égale à information des personnes, il est nécessaire de prévoir une mention d'information minimaliste en dessous des formulaires, c'est-à-dire une mention contenant la finalité, les droits, plus un lien qui renvoie vers la politique de confidentialité, donc pour avoir une mention d'information plus complète. Donc, sur ce, nous reviendrons plus tard sur les informations que la mention d'information doit contenir. Effectivement. Donc, on vous fait une petite mise en situation pour vous. Donc, vous organisez un webinaire et vous collectez les adresses mail des participants. Selon vous, quelles précautions devez-vous prendre pour être en conformité? Donc, la première option est de collecter uniquement les adresses mail des personnes pour simplifier le processus d'inscription. Donc, ça, c'est la première. La seconde, est-ce qu'il faut ajouter une case à cocher précocher pour l'envoi de newsletters commerciales afin d'augmenter le nombre de vos abonnés? Et enfin, la dernière option, est-ce qu'il faut informer les participants de la finalité de la collecte, de la durée de conservation des données et de leurs droits via une mention d'information ou tout simplement une case à cocher? Donc, on va vous donner la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est la C. Informer les participants de la finalité de la collecte, de la durée de conservation et de leurs droits via une mention d'information, une case à cocher. Donc, pour la première réponse, la A, elle est non conforme parce que le RGPD impose une information claire et transparente sur l'usage des données collectées. La B est également non conforme parce que le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Donc, une case précochée n'est pas valable. Voilà. Juliette, justement, à propos des emailing et newsletters, est-ce que tu peux nous dire plus sur les spécificités? Oui, bien sûr, Ange. Donc, tout d'abord, au regard de leurs différentes missions, les établissements et les structures sont amenés à constituer des bases de données de contact destinées à l'envoi de newsletters ou à des campagnes d'emailing. Ces bases de données ont pour objectif de faciliter la diffusion d'informations utiles, institutionnelles ou opérationnelles auprès de leur public. À titre d'exemple, les adresses électroniques des adhérents peuvent être collectées afin de leur transmettre des actualités, des informations sur la vie de la structure, des événements à venir ou encore des actions menées. De la même manière, les coordonnées et certaines informations relatives aux professionnels de santé peuvent être recueillies afin de leur communiquer des informations ciblées, en lien avec leurs pratiques ou les dispositifs portés par la structure. De manière générale, la constitution de ces bases de données de contact s'effectue dans la pratique à différentes occasions. Elle peut notamment intervenir à la suite d'un événement, donc ça peut être une réunion, une formation, une conférence, un forum, peu importe, lors de l'adhésion à une association ou encore à l'occasion d'une relation commerciale ou partenariale. Par exemple, les ESAT peuvent collecter les coordonnées de leurs clients à la suite de commandes ou de collaborations afin de maintenir justement ce lien et d'informer par rapport aux offres, aux actualités qu'ils peuvent avoir. Les CPTS, quant à elles, disposent principalement de bases de données composées de professionnels de santé adhérents qui sont nécessaires à la coordination des actions et à la diffusion d'informations professionnelles. Plus largement, les associations constituent leurs fichiers de contact à partir de leurs adhérents au sens classique du terme, mais également de partenaires ou de participants à leurs actions. Ainsi, la constitution et l'utilisation des bases de données de contact s'inscrivent dans une logique courante et nécessaire de communication adaptée aux missions et au public, ainsi qu'aux activités de chaque structure. Dans un premier temps, pour que la pratique soit conforme, il est attendu de respecter la base légale du traitement, soit en l'espèce, donc le consentement, comme le disait Ange précédemment.
Le principe fondamental est l'obtention d'un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque de la personne concernée avant tout envoi de newsletter ou d'email marketing. Le consentement doit résulter d'une action positive claire, comme par exemple une case à cocher et non une case qui est déjà pré-cochée, comme le disait Ange lors de l'exemple précédent. De plus, le consentement groupé est interdit. L'inscription à une newsletter ne peut pas être imposée pour accéder à un service. Enfin, le double opt-in, c'est-à-dire un processus d'inscription en 2 étapes, est fortement recommandé afin de prouver la validité du consentement. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a saisi son adresse mail dans un formulaire, l'utilisateur reçoit un message de confirmation contenant un lien. Tant que ce lien n'est pas cliqué, l'inscription n'est pas validée. Cela signifie que l'absence de réponse ou de confirmation équivaut à un refus. Si la personne ne dit pas explicitement oui en cliquant sur le lien, elle est considérée comme non consentante. Il y a une exception dans le cadre de la prospection auprès des clients existants. En l'occurrence, l'emailing peut être autorisé sans consentement explicite, préalable si les messages concernant des produits ou services similaires et s'il y a une possibilité d'opposition qui est offerte à la personne. Ensuite, afin de garantir le droit d'opposition et de désinscription, chaque mail envoyé doit obligatoirement contenir non seulement un lien de désinscription simple, qui est gratuit et fonctionnel, ainsi qu'une prise en compte immédiate ou rapide de la demande de désinscription. Le retrait du consentement doit être aussi simple que son octroi. La preuve du consentement ou de l'opposition doit pouvoir être démontrée à travers vos outils de gestion. Toujours dans cette idée de conformité RGPD, les données utilisées pour l'emailing ne doivent pas être conservées indéfiniment. De ce fait, tous les contacts inactifs doivent être supprimés ou anonymisés après une durée raisonnable. C'est pourquoi le consentement doit être renouvelé si l'inactivité se prolonge. De plus, concernant vos sous-traitants et les outils d'emailing, dans l'hypothèse où il y a un prestataire externe dans le cadre, par exemple, de différents outils de mailing, il est primordial de s'assurer qu'il y a non seulement un contrat de sous-traitance qui est conforme au RGPD et qui est signé, et que le prestataire offre des garanties qui sont considérées comme suffisantes en matière de protection des données. Ange, concernant les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Alors, Juliette, en cas d'utilisation des réseaux, plusieurs éléments de mise en conformité sont à prévoir. En effet, si vous disposez d'un compte Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok au sein de vos établissements, la première chose à faire est de définir un cloisonnement des accès à vos réseaux sociaux en interne, avec si possible un accès administrateur très restreint et de choisir des mots de passe complexes, différents et non signifiants, finalement un peu comme vos outils métiers. Il est nécessaire en plus d'éviter de rattacher la page de votre établissement, la page Facebook ou la page de votre réseau, de votre établissement à votre compte personnel. Veillez également à ce que vous disposiez des autorisations des personnes dont vous publiez les images. D'ailleurs, sur la question du droit à l'image, Juliette. Alors, très bonne question, Ange. Dans le cadre du RGPD, l'image d'une personne est considérée comme une donnée à caractère personnel dès lors qu'elle permet d'identifier directement ou indirectement la personne concernée. Tout d'abord, l'autorisation relative au droit à l'image doit préciser clairement le support de diffusion. Il est indispensable d'indiquer si l'image est destinée à une diffusion en interne, donc par exemple sur l'intranet, pour des supports de formation, à des fins de communication en interne, ou à une diffusion externe, donc par exemple pour le site internet, les réseaux sociaux comme tu le disais précédemment, ou encore pour des brochures. Ensuite, l'autorisation doit obligatoirement mentionner les finalités du traitement de l'image. Cela signifie que les objectifs poursuivis par la collecte et l'utilisation de l'image doivent être explicitement décrits. Par exemple, est-ce que l'image va servir pour la communication au niveau institutionnel, pour la promotion des activités, pour l'information du public ? L'image ne pourra être utilisée que dans le strict cadre de ses finalités et ne pourra pas faire l'objet d'un usage ultérieur qui est considéré comme incompatible. Enfin, conformément au RGPD, la personne concernée doit être informée que l'autorisation accordée est révocable à tout moment. Elle peut retirer son consentement sans avoir à se justifier par simple demande. Ce retrait n'affecte pas la licéité des traitements réalisés avant la révocation, mais elle implique cependant l'arrêt de toute nouvelle utilisation de l'image pour l'avenir. Donc, on a un petit QCM pour vous par rapport notamment au droit à l'image. Donc, pour utiliser une photo d'un usager sur un support de communication, il faut, petit a, l'accord oral de l'équipe, petit b, une autorisation écrite précisant les finalités et les supports, petit c, une autorisation signée une seule fois, et petit d, l'accord de la direction uniquement. Donc, pour cette question, vous avez bien compris parce qu'on n'a que des bonnes réponses. Oui, effectivement. On est sur un 10 sur 10. Alors, donc, la bonne réponse, c'est la B, donc une autorisation écrite
précisant les finalités et les supports de diffusion de l'image. Passons à présent donc à l'information. Vous parlez tout à l'heure d'information des personnes via des politiques de confidentialité, etc. Donc ça, c'est le RGPD qui vous fait obligation en tant que responsable de traitement d'informer au préalable les personnes dont vous traitez les données, donc de l'utilisation qui sera faite de ces données. Cette information va constituer un principe fondamental de transparence. Donc toutes les règles relatives à l'information sont les mêmes sur tous les outils cités. Donc, seuls les moyens peuvent différer selon les cas. L'information délivrée aux personnes peut être complète ou à défaut allégée sous réserve du respect d'un socle minimal obligatoire et de prévoir une information complémentaire dans un autre moyen. Lorsque l'information est complète, elle doit notamment porter sur les finalités du traitement, donc c'est-à-dire les objectifs qui sont poursuivis par la collecte des données, les bases légales du traitement, donc ça peut être le consentement, l'obligation légale, l'intérêt légitime, comme on l'a vu, ou même l'exécution du contrat. Il doit y avoir également donc les destinataires des données ou les catégories de destinataires. Donc, ce sont les personnes susceptibles de recevoir les données ou d'avoir accès. Donc, les durées de conservation des données ou les critères permettant de les déterminer. Les droits des personnes concernées, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et, le cas échéant, de portabilité et à défaut donc de pouvoir fournir immédiatement une information complète, une information minimale doit impérativement être communiquée à la personne concernée. Donc, cette information minimale doit à minima mentionner les finalités du traitement, les droits des personnes concernées, un renvoi explicite vers la politique de confidentialité permettant d'accéder à l'ensemble des informations. Donc, ça va être tout ce qui concerne le site Internet. Dans tous les cas, l'information doit être fournie de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible dans un langage clair et simple afin de permettre aux personnes concernées d'exercer pleinement leurs droits. Vous avez également la méthode FAT, donc facile à lire, à comprendre, pour les personnes dont l'information est assez difficile d'accès. Donc, comment est-ce que cette information peut être apportée? Vous avez plusieurs moyens. Donc, il y a la politique de confidentialité, la charte informatique, la mention d'informations contextuelles, donc en fonction des cas. Il y a également aussi une information orale lors des échanges, pourquoi pas, si on n'a pas d'autres moyens de pouvoir informer sur un support. Très bien. Alors, merci beaucoup, Ange, pour ce point sur l'information des personnes, ce qui nous amène donc à la sécurité et la protection des données. Donc, concernant la sécurité et la protection des données, afin d'être conforme au RGPD, il vous est conseillé de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir des niveaux de sécurité adaptés aux risques pesant sur les données à caractère personnel. Ces mesures ont pour objectif de préserver la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, mais aussi la traçabilité des données. À ce titre, plusieurs bonnes pratiques doivent être mises en place. Tout d'abord, il convient de privilégier l'utilisation de mots de passe forts, comme le disait Ange tout à l'heure, uniques et régulièrement renouvelés, afin de limiter les risques d'accès non autorisé au système et aux données. Les dispositifs d'authentification doivent être adaptés au niveau de sensibilité des données traitées. Par ailleurs, la désactivation des comptes inactifs ou des comptes de personnes ayant quitté l'organisme est indispensable. Cette mesure permet d'éviter le maintien d'accès injustifié pouvant constituer une faille de sécurité. C'est en ce sens que la gestion du cycle de vie des comptes utilisateurs doit être encadrée et formalisée. De plus, la mise en place de solutions de protection contre les courriers électroniques malveillants, donc les anti-spam, et autres menaces informatiques contribuent également à réduire les risques de phishing, de logiciels malveillants et de fuite de données. En complément, des mesures techniques, des procédures internes formalisées doivent être établies et connues des personnes concernées. Donc là, notamment, c'est ce que disait Ange tout à l'heure, on va viser les chartes informatiques, la charte informatique qui va définir justement les règles d'usage des outils numériques et les bonnes pratiques en matière de sécurité. Donc également, la procédure de gestion des incidents et violations de données personnelles qui permettent de détecter, d'analyser, de traiter rapidement tout événement de sécurité conformément aux obligations prévues par le RGPD. Et enfin, on peut également parler de la procédure de gestion des droits d'accès, comme le mentionnait Ange précédemment, qui va garantir que chaque utilisateur pourra disposer notamment des habilitations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Enfin, certaines pratiques doivent être évitées car elles sont contraires aux principes de sécurité et de minimisation des données précédemment cités. Il s'agit notamment de l'utilisation de comptes partagés qui empêchent toute traçabilité des actions. Il s'agit également de l'octroi d'accès excessif et non justifié aux données ainsi qu'au système. Donc l'ensemble de ces mesures contribuent vraiment à assurer un niveau de sécurité qui sera considéré comme étant conforme. Donc, en conclusion, qu'il s'agisse des sites web, de newsletters, des réseaux sociaux ou de tout autre outil collaboratif ou des plateformes, chaque canal implique des traitements des données personnelles, donc qui doivent être maîtrisés et documentés et sécurisés. Donc, la conformité RGPD repose avant tout sur une démarche continue, donc c'est comprendre les données qui sont collectées, encadrer les usages, sensibiliser les équipes et s'assurer que les outils utilisés respectent les principes de transparence et de minimisation et de sécurité. Donc, c'est en intégrant le RGPD au cœur de vos pratiques de communication que vous allez bâtir une relation de confiance avec vos utilisateurs. Voilà, on a terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et au revoir, à Au bientôt. revoir, à bientôt.